Salut à tous. Salut. Bon, alors, épisode du jour, on en discute de votre podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres, où on va faire un récap de l'UFC 289, donc l'UFC qui a eu lieu ce week-end, donc dans la nuit du 10 au 11, si je me trompe pas, juin, à la Rogers Arena. Donc, carte qu'on n'a pas vue en entier, on va pas se mentir tout de suite, on va vous le dire tout de suite, on n'a pas vu la carte en entier. On a vu le combat, moi pour ma part, j'ai vu le combat de Nassourdine Imavov contre Chris Curtis. On a vu, bien sûr, le combat de Charles Oliveira contre Beneil Dariush et le combat d'Amanda Nunes contre Irene Aldana. Et toi, je crois que tu as vu celui d'avant, Charles. Juste le finish. T'as vu juste le finish. Bah, j'ai vu le finish aussi après, sur la boxe et la guillotine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc voilà, mais on n'en parlera pas. On parlera exclusivement de ces trois combats. Donc voilà, on va commencer dès maintenant. On va essayer de pas perdre de temps, on va essayer de faire un podcast pas trop long. Ça vous fait beaucoup rire hein, de nous imaginer faire un podcast pas trop long, mais on essaye quand même à chaque fois. Et on va commencer par le combat de Nassourdine Imavov versus Chris Curtis. Donc on en avait parlé de ce combat parce que il y a eu de quoi parler dans l'actu de la semaine dernière, dans le sens où Sean Strickland et Chris Curtis avaient fait un podcast où ils avaient gracieusement insulté les Français, et particulièrement Nassourdine Imavov et Cyril Gane. Donc tentative de déstabilisation, tentative de rentrer dans la tête de Nassourdine, en sachant que par le passé, quand il y a du trash talk ou quand il y a de l'émotionnel qui rentre dans le combat, on a l'habitude de voir un Nassourdine qui essaye d'en finir et donc qui ne fait pas justement ce qu'il doit faire, qui sort un peu du calme qui doit être le sien pour pouvoir faire son combat, parce que si on l'a vu, hein, s'il rentre un peu dans la bagarre et dans le côté émotionnel, il perd son énergie au fur et à mesure des rounds. Donc là, s'il veut pas perdre son énergie, il faut qu'il reste focus dans sa tête. Force est de constater qu'il est resté. Pour le coup, pour ce combat, voilà, c'était une grande question. On s'est posé la question, on a posé la question durant l'épisode d'actu de la semaine dernière, et il est resté focus. Donc dès le premier round, on a vu sa stratégie, elle était bien déterminée, hein, avec une bonne gestion de la distance, où il a voulu garder justement cette distance, mais tout en faisant des dégâts quand même. Que ça soit avec son side kick au niveau du genou, que ça soit avec son maigiri au corps. Déjà, c'était avec ces deux armes-là, déjà pour commencer. Ouais, c'est ça. En fait, il n'était pas fuyant non plus. Tu vois, parce qu'il y a des mecs qui gardent la distance en fuyant. Lui, il était quand même assez actif. Hein. Non, c'était une distance, en fait, même s'il avait un déficit d'allonge, on l'a dit, c'était une distance plus dans le... Il était au contact, mais avec sa main avant, comme ils étaient en garde inversée, puisqu'il était gaucher, Curtis, avec sa main avant, il venait checker. Donc le jab, il faisait l'inverse en fait. Normalement, c'est le gaucher qui check le jab de l'adversaire. Là, c'est Nassourdine qui l'a fait, qui contrôlait parfaitement bien cette main avant de Chris Curtis. Et il a fait en fait comme fait Cyril Gane. On sent qu'il y a l'empreinte, tu vois. Checker la main, mettre le side kick, donc en profiter pour être à la bonne distance, mais sans avoir à avancer et reculer, juste vraiment en étant là. Et avec le maigiri, c'était pour limite, moi je l'ai compris un peu pour stopper le bras arrière de Curtis. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Curtis, on sentait qu'il voulait sortir son bras arrière, il y avait un maigiri qui y passait, ce qui faisait que ça faisait reculer le corps et donc l'épaule de Chris Curtis, et ça l'empêchait en fait de développer cette frappe. Donc c'est parfait parce qu'il arrivait à gérer en fait et les armes avant et les armes arrière de Curtis avec juste ces deux éléments-là, enfin trois éléments-là. La main qui check, le chassé dans le genou et le maigiri au niveau du corps. Ouais. Plus mêler à ça ses enchaînements à lui en boxe, toujours aussi précis et aussi rapide. Son jab, son gauche. Il y a même des fois, je dirais pas qu'il l'a sonné, mais tu sens qu'il lui fait mal, tu vois. Alors, il lui fait mal. Alors ça vient dans un deuxième temps. Vraiment au début, c'est première partie du premier round, c'est vraiment ça. Deuxième round, je suis d'accord avec toi. Après, il commence effectivement à lancer sa frappe hein, de poing, donc qui est chirurgicale. Hein, on l'appelle le sniper, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il est précis dans ses frappes. Et effectivement, il a ce gauche-droite là qui lance avec vraiment la droite qui suit de très près la gauche. Tu sais, c'est tada. Tu vois, il vient, il rentre et puis tu sens que ça fait mal. Effectivement, je suis d'accord. Il fait mal, elle est lourde cette droite.
Et ça oblige Curtis à se protéger, vraiment à être compact dans sa garde. Et c'est grâce à ça que derrière, il a pu imposer sa lutte. Parce que c'est suite à l'enchaînement de points où Curtis s'est mis en boule que Nassourdine est venu ceinturer. Et ensuite, il a pu venir travailler sur l'amener, la seule amener, enfin le seul type d'amener, parce que c'est pas la seule amener, mais le seul type d'amener qu'il a fait dans ce combat, c'est-à-dire ceinturage de côté ou ceinturage arrière, enfin plutôt de côté même, mais et en essayant de mettre la pression avec l'épaule pour basculer en fait Chris Curtis vers l'avant. Surtout que sur le premier ceinturage, il me semble que, tu sais, il a une garde un peu Philly, Curtis. Ouais. Ça veut dire qu'il a la main rentrée, sa main avant rentrée à l'intérieur, ce qui fait qu'il peut Oui. pas bloquer le passage dans le dos. Il peut Oui, même oui. pas mettre le bras sous l'aisselle. Donc il a juste à pousser son coude pour faire le tour et passer dans le dos. C'est ça, exactement. Et puis comme ça, il y a le bras qui est bloqué et tout ça. Enfin voilà, c'était parfait pour lui. Donc il le fait à plusieurs reprises. On sent qu'il veut pas le lâcher. Dans la deuxième partie du round, hein, vraiment quand il est là et qu'il veut l'amener au sol. Donc en sachant que Curtis, c'est pas quelqu'un qui est facile à amener. Alors j'ai 100% de défense d'amener au sol. voilà. C'est ça, je voulais être sûr de cette stat en fait, parce que j'ai cru l'entendre quelque part, mais j'étais pas sûr, j'ai pas vérifié. Mais Nassourdine serait le premier à l'amener au sol. Et Donc, justement, dans le complet avec Strickland, il se foutait de sa gueule par rapport à ça en disant avec ce nom-là, le mec n'a aucune lutte, tu vois. Genre c'est un Dagestanais mais il sait pas lutter. Et ben là, il a prouvé que on sait lutter. voilà, il a prouvé qu'il sait lutter et donc il l'a bien fait. Hein. En plus, c'était fait vraiment avec finesse, dans le sens où il y a eu plusieurs façons de faire. Donc soit il l'emmenait directement en première intention, mais Curtis arrivait à se lever. Sinon, il y a eu un moment où il est venu, en marchant en fait, tout simplement. Il a fait avancer Curtis et il a mis juste sa jambe en barrage, juste ce qu'il faut au bon moment, dans le bon timing pour faire chuter Curtis. L'idée étant d'aller chercher en fait le dos de l'adversaire, ce qu'il a très bien réussi à faire. Et il l'a fait plutôt intelligemment, c'était propre techniquement, parce que je sais pas si tu as capté, mais il vient mettre le crochet et il vient non pas, essayer. Enfin, au début, Curtis est à genoux. Il essaie de crocheter la cheville, d'accord, comme on fait. Alors, en général, quand la personne est à genoux, enfin en turtle, ce qu'on appelle, c'est-à-dire à quatre pattes, on vient normalement prendre la seat belt, donc un bras au-dessus de l'épaule et un bras en dessous l'aisselle. Donc, c'est comme une ceinture de sécurité, en fait. On vient joindre nos mains. Et derrière, on peut crocheter la cheville avec le talon pour casser la structure. C'est-à-dire que ça fait reculer la jambe. Ça vient tordre un peu le genou, en fait, tout simplement pour casser la structure. Et derrière, il n'y a plus qu'à se glisser dans le dos. Il n'a pas réussi à le faire de cette manière-là, puisque Chris Curtis, il a senti le truc venir, et puis surtout, il n'a pas mis la seat belt au début. Il est resté aux hanches. Donc Curtis s'est relevé, il a rentré son crochet à l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, et il est venu contrôler le bras, en fait, opposé, celui qui est le plus loin de lui, pas celui qui est au plus près de lui, mais celui qui est le plus loin de lui, avec un bras sous l'aisselle, et l'autre avant-bras est venu peser sur la nuque. Donc il a pesé fort sur la nuque, ce qui l'a empêché de se relever correctement, et ce qui lui a permis de venir mettre son deuxième crochet et d'attaquer après directement dès qu'il avait le dos, l'étranglement. Bon, très bien géré par Curtis. Pour le coup, il s'est bien glissé. Il a bien collé Nassourdine à la cage, dos à la cage, et ce qui l'a empêché un peu d'évoluer, quoi. Ouais, il est très vite sorti du dos en plus. Hein. Oui. Malgré le triangle, il avait mis le triangle de corps, il est quand même très vite sorti du dos. Ouais. Ouais, il est très vite sorti. Il a su se relever et donc voilà quoi. On arrive à la fin, presque à la fin du premier round, une fois qu'il s'est relevé. Ouais. Oui, parce que je crois qu'il restait moins d'une minute quand il a attaqué l'étranglement. Ouais. Et c'est dans le deuxième round dans le deuxième round, il a continué en fait sa gestion de la distance. Il a réussi grâce à ça aussi à la gestion de cette distance à stopper une tentative de takedown de Curtis. On sent que Curtis, voilà, il a accusé le premier round. En plus, il s'est fait maltraiter avec le jab, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le jab, parce que au début, il checkait la main, mais après, il y a aussi le jab de Nassourdine qui sortait, qui était vraiment très fort. Il a compris qu'en boxe, ça allait être compliqué, qu'il était complètement dominé. Donc, il décide de changer de stratégie. Il se jette dans les jambes, sauf qu'il part de beaucoup trop loin. C'était beaucoup trop téléphoné. Et donc, Nassourdine, il a juste su reculer un petit peu, a écrasé la tête de l'adversaire au passage, enfin, l'a poussé dans le sol. Il est sorti tout de suite. Ça revient en contact, ça revient à la boxe. Il reprend en fait vraiment ce qui fonctionne. Hein. De toute façon, il allait continuer à dérouler contre Curtis. Sauf que, problème, gaucher contre droitier, chose qui arrive très souvent.
dans l'entrée en boxe de Nassourdine, choc de tête et ouverture alors au coin de l'arcade, hein, vraiment au coin de l'œil de Curtis. Donc c'est douloureux hein, cet endroit-là, hein. C'est douloureux, mais c'est pas non plus une blessure. Comment dire? Pour Il eux, faut... à leur niveau, ils peuvent continuer. C'est simple, parce que le médecin lui a donné le choix. Ouais. Enfin, l'arbitre ou le médecin, je ne sais plus la personne, mais on lui a donné le choix. Donc à partir de ce moment-là, c'est que on juge que c'est pas hyper handicapant. En tout cas, c'est pas dangereux. Non, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, le médecin, il est rentré à la demande de l'arbitre, comme d'habitude, quand c'est proche de l'œil et tout ça, pour voir si l'œil est impacté ou si la vision est impactée. Le médecin, il a fait ses tests, il a regardé, les yeux tournent bien, suivent bien la lumière et tout ça, il n'y a pas de souci. Le médecin a donné son accord pour qu'il continue. L'arbitre a dit, est-ce que tu veux continuer ou pas? Il a demandé plus de temps. Alors, tu as 5 minutes, hein, je crois. 5 minutes de temps médical, ou quand tu prends une frappe dans les parties, quand tu as un médecin qui vient, tu as 5 minutes pour prendre ta décision et pour récupérer. Il a demandé du temps, du temps, du temps. L'arbitre a mis un peu plus de pression et jusqu'au moment où un officiel est venu et est rentré, il a dit voilà, c'est bon, c'est fini. C'est le mec en costard gris là, tu sais, qui est rentré, qui a dit c'est bon, c'est fini, on va prendre la décision pour toi et on arrête et ça va être un no contest. Ouais. Donc Bon, ça lui allait très bien, je pense. Il voulait pas revenir. non, on en a parlé toi et moi en off. S'il avait dominé le combat, c'est sûr qu'il revenait. C'est sûr qu'il revenait et qu'il continuait le combat. Là, il a vu que c'était très compliqué, qu'il avait beaucoup trop ouvert sa bouche. Parce que voilà, on peut le dire maintenant. Il a beaucoup trop ouvert sa bouche avant le combat. Il était en train de se faire rouster par Nassourdine, qui lui a prouvé que les combattants français, ils n'étaient pas que là pour perdre. Malheureusement pour lui, on lui a pas donné la victoire, pour le coup. Il a le no-contest, mais ça l'arrange bien. C'est mieux d'avoir un no-contest sur une ouverture de l'arcade que d'avoir une défaite et surtout une défaite qui potentiellement, on ne sait pas, hein, mais vu comment c'était parti, ça allait être vraiment une fessée quoi. Peut-être même un KO en troisième, on ne sait pas, hein. Mais en tout cas, ouais. Moi, ça me frustre parce que j'aurais quand même voulu voir le troisième round. Ouais. Dans le sens où un mec comme Curtis, s'il perd les deux premiers, il va tenter quand même de tout donner sur le troisième, tu vois. J'aurais voulu voir Nassourdine gérer cet orage. Parce que je pense qu'il aurait tout envoyé dans le troisième, Curtis. Ouais, mais je pense qu'il y aurait eu accélération aussi de Nassourdine dans le troisième. Oui, bien Je sûr. pense qu'il serait rentré à la bagarre. Ouais. Alors, quand on parle en même temps, comme je t'ai dit, ça capte pas bien le son, donc redis ce que tu as dit. Ouais, non, je te disais parce que pour le coup, là, il avait l'air frais, Nassourdine. Oui, il était très très frais même. Enfin, justement parce qu'il était focus, comme on a dit au début, quoi. Il n'est pas rentré dans l'émotionnel, il est resté à sa distance, il a juste mis ce qu'il fallait, juste les frappes qu'il fallait, en fait, qui ont marqué, qui ont fait mal, mais sans mettre trop de volume. Non, il était pour un 3 rounds, il était prêt. Il était très prêt pour se lancer un peu plus dans la bagarre dans le troisième, quoi. Et on sait qu'il est capable de le faire. Ouais. Et si Donc, la blessure avait eu lieu dans le troisième, ils auraient donné une décision. J'ai vu ça, je sais plus qui expliquait ça. Mais si la blessure a lieu dans le troisième, ils jugent sur les deux premiers rounds. ok, d'accord. Ok. Je savais pas ça. Tiens, c'est une bonne info. C'est une bonne info. Donc, no contest. L'avenir de Nassourdine à l'UFC, moi, j'ai pas trop de problèmes là-dessus. Enfin, parce que effectivement, là, il était dominant donc sur le premier, sur un round et demi. Et surtout, en plus, il y a eu une sortie de Dana White il y a pas longtemps qui était en faveur de Nassourdine. Tu vois, où il expliquait qu'il croyait vraiment en lui et donc ouais, j'ai pas de problème là-dessus. Je pense que sincèrement, il est bien vu par l'organisation. Il fait des beaux combats. Bon, certes, il s'est pris les pieds dans le tapis avec Strickland. C'est des choses qui arrivent, hein, c'est comme ça fait partie aussi de la vie d'un combattant. Pour une fois que l'UFC ne tient pas trop rigueur sur ce genre d'erreur, pour le coup, ouais, non, je pense que ça va renouveler avec Nassourdine et qu'on va le revoir à l'UFC. Mais je pense surtout qu'on va le voir à l'UFC Paris, du coup. C'est possible. C'est Bah possible. ouais, c'est tout indiqué. Parce il est pas blessé. C'est dans 3 mois, donc ça lui laisse du temps. Il y a de grandes chances qu'on le voit à Paris. Ouais. Ouais, vu que la carte elle n'est pas encore annoncée, c'est vrai que c'est largement possible. C'est d'ailleurs, peut-être ils attendaient aussi, tu sais, avant d'annoncer complètement la carte, c'est peut-être aussi ils attendaient les différentes personnes comme ça qui avaient à combattre là, maintenant, là, tu sais, et qui sont encore dans les temps pour faire un camp. Ouais. Donc, à voir. Ça serait une bonne chose. Ça serait une bonne chose. La suite, Euh, on contre quelqu'un en particulier? comment?
Tu le vois contre quelqu'un en particulier pour la suite? Là, il était 12e et Curtis était 14e. Lui, il était 12e. Contre qui je le vois en particulier? Il faudrait voir le classement, en fait. J'ai pas vu le classement. Juste devant lui, tu as Gastelum. Ouais. Gastelum, il monte. Gastelum, non, il descend. Il descend, oui, pardon. Non, il monte pas, il descend, oui, t'as raison. Il descend, Ouais. donc Hermansen, qui est classé 10. Hermanson. Ouais. Ça fera un combat, Hermanson. si ça se fait à l'UFC Paris, ça fera un combat 100% européen. Je pense que ça Ouais. peut les changer aussi. Ça pourrait être une bonne chose. Ouais, c'est pas mal, effectivement. De l'entrée du top 10. Hermanson. Dolidze aussi, non? Dolidze, les 9e. Ouais, Dolidze aussi, ça pourrait être pas mal. L'un ou l'autre. Dolidze, j'aimerais bien, parce qu'il est complet. Déjà, j'aime bien ce combattant, donc le voir combattre, ça me plairait bien. Et il est complet, et il a battu Hermanson en plus. Donc, si mes souvenirs sont bons, oui, puisque c'était la soumission, ça aurait pu la presque soumission de l'année dernière. Soumission, la presque, je précise. Donc oui, ouais, non, j'aimerais bien Dolidze, j'aimerais bien. Je trouve que c'est un bon test. Bon, les deux, c'est un bon test. Hein. Les deux sont complets. Il y a du sol, il y a de la boxe, il y a tout. Mais Dolidze, je sais pas, j'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien le voir. Ouais. Écoute, à voir. De toute façon, on va le savoir bien vite. Continuons avec avec il y a de la majuscule dans l'air, tu vois. Le combat qu'on voulait voir depuis longtemps, qui a été décalé et qu'on a eu la chance d'avoir sur cette carte, qui a répondu à plein de questions auxquelles on se posait, vraiment, surtout sur le potentiel de Dariush. Hein. Donc, c'était Charles Oliveira contre Benel Dariush. Combat qui suite à justement, suite à ça, donnera le prochain prétendant au title shot. Ouais, prétendant au title shot contre Makhachev. Donc sacré combat. Il y a eu un seul round. On va en parler. Mais tu as l'impression qu'il y a plusieurs rounds qui se sont passés dans ce round-là, tellement il s'est passé de choses. En fait, on a eu le droit à tout dans ce round. On a le droit à de la boxe, on a le droit à du sol, on a eu le droit à tout. Il manquait juste peut-être un peu de lutte. Mais sinon, c'était pas mal. Donc déjà, on va commencer par l'entrée d'Oliveira. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça m'a mis... j'ai flippé. Hein. De le voir en train de pleurer, en train de venir, en train de pleurer et tout ça, c'est le côté émotionnel d'Oliveira. Moi, franchement, il me fait flipper à chaque fois. Tu sais pas comment le prendre. Quand j'ai vu son entrée, je me suis dit, putain, c'est reparti. Ça y est, pour moi, c'était foutu. Je l'ai vu arriver en pleurant, je me suis dit, mais pourquoi il chiale en marchant? Je me suis dit, oh non, il va nous refaire la même, tu vois. Pourquoi il chiale? Il va plus rien voir, le pauvre. Mais il a l'habitude de rien voir en même temps. Ouais, Tu sais, quand tu as toujours les yeux rouges, tu sais après. En fait, il est comme ça, quoi. Ouais, c'est un hypersensible. Qu'est-ce que tu veux? Il a peut-être pas été diagnostiqué, mais c'est un hypersensible. Tu sais, c'est comme ça. Il a ce truc où tu as l'émotion qui peut monter. Lui, je suis sûr que il voit un film sur un mec qui a perdu sa mère, qui a le cancer et son chien est mort. Il va pleurer, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal, c'est comme ça. Il va écouter une musique un peu. Au passage, ton verre est magnifique. Pour ceux qui vont voir la version filmée, ce verre Astérix c'est de toute beauté. Donc, donc qu'est-ce que je veux dire? C'est comme ça. C'est le genre de mec qui écoute une musique un peu triste et puis il a les larmes qui montent. Moi, je suis devenu comme ça à la naissance de mon premier fils. Voilà, je pleurais jamais. Je suis devenu une vraie fif maintenant. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, il a l'émotion qui est rentrée. Il était sur une défaite. Il a donné beaucoup. Tu sens que il donne beaucoup dans sa préparation. Tu sens qu'il y a le côté aussi avec son équipe. Tu sais, il y a beaucoup d'émotions. Ils sont tous un peu sur le même, sur la même émotion justement. Où tu vois, ils se font des câlins, des bisous. Tu sens qu'il y a une gravité. Tu sais, tu as l'impression que chaque combat, il y a une gravité, qu'il y a quelqu'un qui va mourir s'il gagne pas. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, voilà, ça leur prend très à cœur. Ils sont très dans l'émotion. Et ça se produit comme ça. Maintenant, voilà, ça fait partie de lui et il faut qu'on arrête peut-être d'avoir peur de ça, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Bah, maintenant, on saura. On savait, mais on est persuadé maintenant, tu vois, on est vraiment sûr. Et il a aussi fait des câlins, tu sais, on avait reproché ça dans le combat contre Makhachev. Il a aussi fait des câlins à toute la team de Dariush avant de commencer, quoi. Après, il y avait un gros respect. Mais de toute façon, en revoyant tous ces combats, il le fait à tout le monde. Hein. Il le fait vraiment, c'est sa marque de fabrique, ça.
Ouais, mais il y avait vraiment un gros respect en plus avec Darius. Tu sais, tu sentais que les deux, il y avait aucune animosité entre les deux. Chacun s'est fait des compliments, chacun était vraiment dans l'objectif d'eux, tu vois. Il y avait pas de souci là-dessus. Le combat commence. Voilà, on a fini de pleurer. Cette fois-ci, on y va. On est dans le combat. Et premier échange, et on voit le premier high kick qui touche dur Benel Dariush. Déjà, dès que je l'ai vu, tout de suite j'ai eu un mouvement de recul, genre putain, ça commence très très fort. Donc euh, donc oui, et il y a une deuxième chose, pardon, j'étais en train de relire mes notes. Deuxième chose qui m'a marqué, donc déjà, il y a ce premier high kick, et deuxième chose, il y a eu les mains de Dariush, les mains d'Oliveira qui étaient très hautes. Tu sais, c'est-à-dire que à suite, dans l'échange, on voit que là, il y a eu prise de conscience après son dernier combat. Alors, on va voir ce que ça va donner contre quelqu'un. Pourtant, Dariush tape très fort, hein, mais contre quelqu'un comme Makhachev, par exemple, sur le prochain, là, on voit que il est là, il a les mains vraiment très hautes, il se recoiffe bien, tu sais, pour bien bloquer les crochets. Il y a eu un travail de fait là-dessus, et c'est vraiment notable. Il n'est pas rentré le menton à la fenêtre comme il fait d'habitude. Je te jure que c'est la première chose que je regardais dans le combat, parce qu'on en avait parlé justement, que le danger de Mhm. Darius venait de la gauche. Oui, Regardez sa main droite et elle était vissée sur sa joue. ouais. Et quand j'ai vu ça, ma confiance elle est montée direct. Parce que le danger venait de là, tu vois. Donc s'il couvrait ça, déjà il faisait un grand pas vers la victoire. Oui, je suis d'accord. Donc on voit ça déjà. Voilà, c'est ce qui était marquant tout de suite. Et suite aux premiers échanges, où tu vois quand même un Benel Dariush qui touche quand même, hein, en ligne droite surtout. Ça passe bien à travers de la garde et tout ça, mais bon, on sait que ce qui pose problème à Oliveira, c'est surtout les crochets. Les directs en général, ils sont bien encaissés. Donc pas de problème. On rentre dans l'échange. Tout de suite, premier contact en lutte, très rapidement. Et là, on voit que Dariush, il est ultra puissant. C'est vraiment ça. Tu sens que dans le contact, ils sont en over-under, tu sais, un bras au-dessus, un bras en dessous, et on sent que c'est pour l'instant la domination, en tout cas dans le rapport de force, elle n'est pas en faveur d'Oliveira, tu sais, qui très rapidement va même tirer la garde. Il essaye, hein. On voit qu'il essaye de le basculer comme il a l'habitude de faire, c'est-à-dire de tomber avec lui et de l'enrouler et de reprendre le scramble pour lui. Mais compliqué, et tu as l'impression de voir un remake de ce qui s'était passé avec Marachev. Pour moi, je vois pas un tirage de garde, hein, parce que j'ai vu des gens qui parlaient de tirage de garde. Pour moi, c'est pas un tirage de garde. Hein. T'as Darius qui essaye de le retourner, et t'as Oliveira qui essaye de suivre en mettant un barrage avant avec sa jambe. Hmm. Sauf que Darius, il le serre tellement fort avec le body lock que sa rotation, elle est stoppée net. Donc en fait, tombe tout seul. Et là, je me dis, on va avoir notre réponse à qui est le meilleur au sol. Ouais, ouais. Mais en tout cas, voilà, non, mais quand je disais tirage de garde, c'est-à-dire il prend Darius dans sa garde, mais ça m'a fait vraiment penser à Makhachev. C'est la première amenée aussi où tu sens que dans le rapport de force, il est pas là, et donc il accepte dans sa garde. Il se dit, bon, bah voilà, tant pis, c'est pas grave, je tombe et je le prends entre mes jambes. Et là, effectivement, donc, le sol. Il avait dit, de toute façon, Oliveira, il a dit, je veux tester le sol de Darius. Donc, pour lui, voilà, c'était la suite logique des choses. Et on voit un Darius qui est très en pression. Il laisse peu de place à Oliveira. Vraiment, on sent qu'il lui met beaucoup de pression. Et donc, il peut pas vraiment s'exprimer parce qu'Oliveira, il a besoin d'espace. Il a besoin de bouger ses hanches pour pouvoir créer du mouvement et essayer d'aller chercher les soumissions, ce genre de choses. Mais Darius, il lui met une très grosse pression. Donc voilà. Euh, Il est agressif sur le grand endpoint, les deux de toute façon. ouais, ouais, mais j'arrive pas à m'en lire. Ah oui, non, c'est ça. Désolé les amis. Oh putain, j'ai pris mes notes à la va-vite. Toujours ce manque de temps. Ça, c'était 2 semaines compliquées, mais c'est pas grave. On est là, on fait. Oui, il désamorce tout de suite. Ça, c'est un truc que j'ai noté aussi. On voit que Darius, il est vraiment, comment dire, vraiment très très bon dans le grappling. On le sait, hein, de toute façon, on l'a dit. Il a été multiples fois champion du monde. Et on voit quand il se relève, quand il se met debout, parce qu'une garde, elle se passe debout. On passe rarement une garde, à moins qu'on ait vraiment un contrôle fort du haut du corps où là on peut passer, ou un body lock fort. Sinon, on se lève et on essaie de passer. Et on voit Oliveira qui vient chercher les deux chevilles comment dire, de Darius pour essayer de le basculer et de le faire tomber. Et là, Darius, on voit, tout de suite, il lève sa jambe. Tout de suite. Et la deuxième, pareil, il l'enlève, il l'efface et il se retrouve dans ces espèces de scramble. Il a cette faculté à surfer un peu sur l'adversaire.
tu sais, pour enlever tous ces problèmes-là. Et il se retrouve dans la garde d'Oliveira. Et c'est là où il commence vraiment son travail de ground and pound. Il avait commencé avant, mais c'est dans la garde où il essaye vraiment d'y aller et de frapper. Et tu te rends compte que c'est super bien géré par Oliveira. Que ça soit parce qu'il va bloquer en amont, que ça soit parce qu'il va vraiment monter le coude pour venir bloquer les frappes et qu'elles glissent le long de son bras, ou que ça soit dans ses mouvements de buste, où tu vois que les frappes touchent plus le sol finalement qu'Oliveira. Honnêtement, tu sens que c'est très très bien géré. Bon, après, je suis pas étonné plus que ça. Et au contraire, Oliveira, avec ses coudes et ses coups de poing marteau, touche beaucoup plus souvent Dariush. Même ma femme, qui n'est pas une experte et qui regardait le combat, elle a voulu absolument voir ce combat depuis le temps qu'on en parle. Et elle dit, mais attends, c'est Oliveira, tu sais, qui fait mal, en fait. C'est lui. Tu vois, elle était choquée par la violence des frappes du dessous, tu vois. Donc ouais, c'était vraiment, vraiment bien géré cette phase de Grand and Pound. Ouais, plus les up kicks qui remontaient de temps en temps. Ouais, qui sont venus après ça. Hein. C'était plus dans la deuxième partie, après la tentative de clé de jambe. C'est quand il recommence à se redresser. L'ensemble du passage au sol. Mais Ouais. ouais, moi franchement, sa gestion du sol, de toute façon, on en avait parlé. Hein. On avait dit que tant qu'il n'était pas sonné, on ne Oui. voyait pas Dariush passer sa garde et faire quoi que ce soit. Et c'est ce qui s'est Non. passé. Hein. Non. Par contre, la pression l'a gêné et il a fait quelque chose qui était super intéressant, qui a utilisé. Hein. Je vous le dis, si vous utilisez pas cette arme contre les gens qui vous mettent beaucoup de pression, surtout quand vous combattez contre quelqu'un de plus lourd. Moi, je l'utilise beaucoup avec Reda, tu sais, qui fait 115 kilos chez nous. Quand vous avez quelqu'un de puissant et qui vous met la pression dans la garde, vous venez crocheter la jambe à l'extérieur, enfin l'intérieur, mais en passant par l'extérieur et vous écartez. Il y a Aldana qui l'a fait aussi contre Nunez dans le combat d'après. Vous écartez les jambes de l'adversaire, ce qui casse sa base. En fait, il est plus sur ses appuis, donc il peut moins mettre de pression. Souvent, ça va créer juste la petite distance qui va vous permettre derrière de vous placer dans une position plus favorable pour un renversement, pour vous relever. Et là, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qui lui a permis de prendre, lui, la distance pour essayer d'attaquer la clé de jambe, là, pour le coup. C'est-à-dire qu'il a poussé en diagonale Dariush. Il est venu enrouler la jambe. De là, Dariush a très bien réagi, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il s'est remis face à Oliveira et en pliant sa jambe. Tu sais, c'est vraiment son truc. C'est-à-dire qu'il fuit pas. Fuir, quand vous êtes attaqué sur une jambe, c'est la pire des choses à faire. Parce que justement, vous créez la tension qu'il faut pour justement attaquer la jambe. Donc on fuit pas, justement au contraire, on casse la distance. Dariush le sait, il l'a très bien fait. Sauf qu'Oliveira, il est venu, il s'est enroulé comme s'il allait attaquer la clé de talon. Il a fait le knee ripping, là. Il a rentré sa jambe de l'extérieur vers l'intérieur. Il est venu, il a roulé presque à se mettre à plat ventre. Et je pensais sincèrement qu'il allait attaquer la clé de talon. Mais non, il a pris la clé de cheville dans l'axe. Ça a été géré, mais tellement facilement par Dariush. Je pense qu'il voulait la clé de talon. T'es sûr? Ouais, je pense qu'il cherchait la clé de talon. Il a vu que l'angle, c'était pas bon. Il n'arriverait pas à avoir le talon et il s'est rabattu sur la cheville. Je sais pas, moi je l'ai vu prendre quand même, enrouler, lâcher très vite. Et tu sais, il a même pas essayé de se placer sur la clé de talon. Bon après, lui seul le sait, tu vois, si en première intention. Parce qu'il n'a pas vraiment l'habitude d'attaquer les clés de talon, Oliveira. Non, mais une clé de cheville à ce niveau, jamais de la vie. C'est vrai. Mais en tout cas, ça a été très bien géré. Tu vois, Dariush, il s'est mis debout. Il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Il s'est mis debout. Il a écrasé les deux jambes d'Oliveira dans le sol, ce qui fait que lui, les jambes d'Oliveira ont glissé le long de sa jambe et son genou était libre. Et une fois que le genou il est libre, il a juste à tourner sa jambe et à revenir face. Et là, il a échappé sa jambe. Et il se retrouvait dans une situation où il était dans la garde d'Oliveira et ils sont repartis sur du grand and pound. De là, effectivement, il y a eu les up kicks, parce qu'il a essayé de repasser la garde. Donc, il s'est remis debout. Il a compris qu'il passerait pas la garde au sol. Donc il s'est remis debout. Effectivement, il y a le up kick dont tu parlais tout à l'heure. Et Oliveira, il a profité d'un de ces moments-là pour revenir en lutte, c'est-à-dire de s'asseoir et de revenir sur une phase de lutte où il est venu bras sous l'aisselle. Il a réussi à se relever, à ramener Dariush à la cage. Et de là, on a vu quand même que quand lui était en position de pression, il était puissant. Il y a un truc qui l'a aidé, c'est la main sous l'aisselle. D'un côté, il a mis la main sous l'aisselle, comme ça, c'est un truc que je fais souvent, ça marche très bien aussi, de venir en six grippe là, avec la main ouverte et tu mets l'aisselle en fait entre le pouce et l'index, comme ça, là, tu viens loquer l'aisselle, les hanches toujours en avant comme il sait le faire, ce qui lui a permis de mettre quelques frappes au corps et de faire sa sortie en coude avant de rompre le contact. Au moins, comme ça, il n'y avait pas de risque. La sortie en coude, il a rompu le contact et là, il est reparti sur sa phase de boxe.
Ouais. Mais cette phase de lutte, elle était intéressante parce que Oliveira donc le ramène à la cage et Darius a le contrôle avec sa tête. Donc il a son front au niveau de la joue d'Oliveira, ce qui le gêne. Oliveira, il essaye de passer sa tête sous celle de Darius. Mm. T'as Darius qui rentre bien la tête, tu vois. Mais quand il sent qu'Oliveira va y parvenir, il lâche tout pour prendre le clinch taille, parce que sinon c'était la merde si Oliveira avait sa tête en dessous. Ouais. Surtout qu'il est plus grand, Oliveira, il me semble. Donc quand tu as un plus grand que toi, qui a la tête en dessous de toi et qui se redresse, il casse complètement ta posture. Donc il lâche tout, il prend le clinch intelligemment, et c'est là qu'Oliveira il fait la rupture de contact et ça repart sur de la boxe. Ouais. Ouais, non, tu sens que c'est deux techniciens qui s'affrontent, quoi. Vraiment, pour le coup, ça se ressent. C'était vraiment deux techniciens qui s'affrontent. Et souvent, quand tu as deux techniciens qui s'affrontent, tu sais, ça vient un peu stopper comment dire ça? Comment je peux dire ça poliment? Ça vient. La fête n'est pas bonne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire dans le sens où les mecs s'annihilent tellement qu'en fait, il n'y a pas de jeu. Et là, pour le coup, il y a quand même eu du jeu, il y a eu du détail technique, il y a eu vraiment des choses à exploiter, à analyser, et ça, c'est très bien. Même pour d'autres, tu sais, pour d'autres combats, franchement, si tu veux analyser une phase intéressante, là, il y a de quoi faire dans ce combat-là. Une fois qu'ils sont repartis debout, le début de la fin. Le début de la fin. Avec le high kick d'Oliveira sur Darius, qui sonne complètement Darius, qui pourtant lève bien la main, hein, mais il est tellement puissant que là, tu sens que voilà, il l'a un peu sonné. Et on a vu hein, que Darius, de toute façon, il pouvait être sonné. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On en avait parlé dans l'analyse, dans le pronostic. C'est pour ça qu'on donnait aussi Oliveira gagnant. Là, pas de précipitation d'Oliveira. Il va envoyer ses frappes calmement. Vraiment, c'est calculé. Il va envoyer le crochet comme celui qu'il a envoyé à Chandler, c'est-à-dire que tu vois, il y a Darius qui essaye de fuir le long de la cage et lui, avec son allonge, il vient le choper au passage avec son crochet. Il en envoie deux. D'ailleurs, c'est son bras arrière hein, qui fait beaucoup de mal à chaque fois. Hein. On en avait parlé. Hein. À chaque fois, là, il envoie quelques directs, le crochet arrière et c'est surtout la main avant, elle prend la distance, le bras arrière, il vient, il assomme quoi. C'est vraiment ça. Il force Darius à descendre d'un niveau, à prendre sa jambe en single leg. Mais ça, c'est les takedowns, tu sais, voilà, le takedown de j'ai perdu, je suis sonné, il faut que je fasse quelque chose. Ouais, mais malgré ça, il y a peu de combattants qui auraient fait ce mouvement qu'il a fait, tu sais, de sauter de l'autre côté. Parce que, en fait, la finition, elle se joue sur ça. S'il le laisse vraiment verrouiller sa jambe, on se retrouve dans une phase de lutte où Darius peut récupérer. Ouais. Mais il le laisse pas. Tu sens qu'il va verrouiller son single, mais non, tout de suite, il saute de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Ouais, il fait un pif-paf, là. Il passe à droite, à gauche pour aller chercher le dos. Là, Darius, tu sens que il a l'habitude aussi, comme contre Gamrot, tu sais, où tu sais, il y a les phases de scramble. Mais Oliveira, il suit le scramble. Il prend dans la rotation. En fait, il prend un peu d'avance sur la rotation de Darius. Il tombe dans la demi-garde de Darius. Et là, c'est le début de la fin parce il y a une pluie de marteaux qui tombe. Il se met même, de la demi-garde, il se met le genou sur l'estomac pour prendre un peu plus de hauteur. Il envoie ses marteaux. Il y en a un qui chope la pointe du menton. Tu vois dans les yeux de Darius qu'il n'y a plus personne. Il continue encore un peu à frapper. L'arbitre arrête. Merci, bonsoir. C'est ce qu'on disait dans l'analyse, où on disait que souvent le grappling, ça se joue sur le mec qui prend le temps d'avance. Et le temps d'avance, Oliveira, il l'avait dès le début de l'action et à aucun moment il a pu le rattraper, Darius. Ouais, c'est vrai. Non, pour le coup, et puis tu sens hein, de toute façon que c'est un combattant qui est technique, mais qui est aussi un combattant à l'instinct, tu sais. Et il sait tout de suite où se placer. Il sent, tu sais, le moment où il doit changer de position. Il sent le moment où il peut actionner. Il sent le moment où il peut passer à l'action, tu vois. Et c'est vraiment ça qui fait sa force, qui a fait qu'aujourd'hui, il a le plus de records de soumission de toute façon, et même peut-être de finalisation. Et le plus de bonus, je crois qu'il a touché en tout dans sa carrière 950 000 dollars de bonus. Enfin voilà, c'est pas pour rien, tu vois. Et c'est grâce à ça. En fait, quand il vient et qu'il sent que c'est le moment de finaliser, voilà, ça y est, il sait exactement où il doit aller. Et c'est ce qui s'est passé. Franchement, c'est magnifique parce que tu sens qu'il a vraiment bien analysé Darius. Tu sens qu'il a bien analysé les moments où il part en scramble et tout ça. Et derrière, il en a fait une force puisqu'il a capitalisé là-dessus et c'est ce qui le conduit dans la position qui va lui permettre de finaliser ce combat. Ouais. Non, franchement, Franchement, c'est un des seuls combattants, si ce n'est le seul, qui sur tous ses derniers combats, il te fait lever de ta chaise.
Il a passé un cap de fou, même au niveau du public. Hein. C'est une superstar, Oliveira. J'ai lu que c'était le 5e combattant de l'UFC le plus suivi sur Instagram. Après moi. Ouais, après toi, ouais. Ouais. Avec tous les fans que tu as achetés. On dévoile pas les ficelles, on dévoile pas les ficelles. Mais ouais, des combattants actifs, c'est un des plus suivis. Il est derrière John Jones, je crois. Donc c'est pour un mec qui parle pas anglais en plus. Hein. Enfin, il a essayé là, en fin de combat. Oh non, c'était. Ouais, non, vaut mieux pas d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Pour le coup, c'est le seul mec qui a besoin d'un traducteur pour aller dire à son adversaire qu'il l'adore, quoi. Parce que c'est. Ouais, c'est compliqué. C'est Non, compliqué. ça va avec son personnage. Et puis la preuve que ça fonctionne. Parce que les gens le kiffent grave. Oui, mais de toute façon, lui, ça fait partie. Tu sais, il y en a certains qui vont être connus et qui vont être suivis parce qu'ils font du trash talk. Puis il y en a qui vont être suivis parce qu'ils font le taf dans la cage. Lui, il n'a pas besoin de parler. Il met ses KO, il met ses soumissions, il a une façon de battre, de se combattre, de combattre, pardon, qui est belle, qui est esthétique, qui est engagée. Donc il y a pas besoin de plus en fait. Il y a juste ça. Il y a pas besoin de plus. C'est ça qui fait que tu vas le suivre. Et puis derrière, tu comprends quand même qu'il y a une histoire. Tu comprends que le mec est un peu de plus, il aurait jamais pu faire de sport de sa vie. C'était compliqué. Tu sens qu'il revient de très loin. Tu sens qu'il vient d'une favela, tu vois. Il y a vraiment, lui, tu peux faire un film sur sa vie. Honnêtement, tu peux faire un film sur sa vie. Il y a eu un film sur José Aldo, tu peux faire un film sur Charles Oliveira. C'est peut-être une suite à sa carrière d'ailleurs avec ce film-là, mais oui, 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 il y a de quoi faire. Demain, enfin, s'il bat Makhachev et qu'il continue à rouler sur tout le monde, mais quel champion immense, quoi. Bon, maintenant, faut le faire. Maintenant, faut le faire. Oui. Ouais. Mais bon, en tout cas, alors c'est pas officiel encore. Mais bon, la logique voudrait que. C'est officiel? Dana White, alors je sais pas si c'est officiel, mais Dana White a dit que c'était le combat qui devait se faire. Mais c'est de toute façon, on l'avait dit. Je suis sûr qu'il espérait que ça soit Oliveira qui gagne pour pouvoir faire cette revanche qui a du sens. Parce qu'en plus, il a dit qu'il n'était pas du tout dans son jour, que là, il était à 120% et que voilà, ça serait un autre combat. Donc ça a du sens. Maintenant, Volkanovski, ça va prendre du temps avant qu'il revienne s'il veut remonter et reprendre un combat dans la caté du dessus. Ça va prendre du temps parce qu'il doit combattre contre Yair Rodriguez. Donc il y a déjà ce combat-là. Et puis après, voilà, Makhachev, il a pas combattu. Il faut lui trouver un combat quand même, parce que ça fait un moment qu'il n'a pas combattu, bah, depuis Oliveira. Non, depuis Volkanovski. Donc il faut lui trouver quelqu'un. On peut pas le laisser plus d'un an comme ça, enfin laisser la ceinture vacante plus d'un an comme ça. Enfin, pas vacante, mais sans title shot potentiel. Donc voilà. Maintenant, on en parlait en off. Si on projette un petit peu, moi j'adorerais voir et la revanche contre Oliveira, parce qu'il y a un goût, tout le monde le sait, vous nous connaissez, on est fan d'Oliveira, mais pour le combattant qu'il est. Et on a un goût un petit peu d'inachevé sur le premier combat où justement on sentait qu'il n'était pas dedans et qu'il a fait une contre-performance, même si on n'enlève rien à ce qu'a fait Makhachev, hein, c'est pas le problème, mais que c'était une contre-performance. J'ai envie de voir aussi la revanche contre Volkanovski parce que c'était tellement serré et il a tellement compris au fur et à mesure du combat comment justement prendre Makhachev. Comment comprendre son style et tout ça que je me dis qu'un deuxième combat peut avoir de l'intérêt et de l'importance parce que ça serait fou s'il venait battre Makhachev dans la caté du dessus. Par contre, on en parlait tout à l'heure en off, on projette un peu. Oliveira, pardon, Makhachev, Oliveira gagne. Volkanovski monte. Pour moi, c'est plus dur pour Volkanovski d'affronter un Oliveira que d'affronter un Makhachev. On n'a pas parlé de ça tout à l'heure. C'est pas avec toi que j'ai parlé de ça? Non. J'ai parlé de ça avec qui? Avec qui tu me trompes? Ah non, mais ça doit être pendant l'open mat de dimanche matin. On a parlé de ce combat, ça doit être ça. Oui, je t'ai trompé, mais je te remplacerai pas. Ok. Tu me pardonnes? Ouais, je te pardonne. Ok. Volkanovski contre Oliveira, c'est plus compliqué que contre Makhachev? Je m'explique après. Je sais pas. Là, à première vue, les deux sont compliqués. Les deux sont compliqués. Après, franchement, je sais pas. J'en sais rien. Le truc, c'est que Oliveira, il nous a prouvé qu'il peut battre n'importe qui. Mm.
Sur un combat, il peut battre n'importe qui. Faut même plus douter de ça. Il a un punch de fou. Rien que ça fait toute la différence. Il peut soumettre n'importe qui aussi. Mais Makhachev, c'est solide. Maintenant, Volkanovski nous a montré aussi qu'il avait les clés. Hein. Il a les clés contre Makhachev. Hein. Et je pense qu'il va beaucoup moins le respecter lors de la revanche, notamment sur la lutte. Et s'il fait une vraie montée, pour le coup, une vraie montée, ouais, je veux le voir ce combat aussi. Ah oui. Non, je m'explique maintenant pourquoi. Parce que je voulais pas te donner mes clés avant d'avoir ta réflexion, tu sais, comme ça, à chaud. Pour moi, Makhachev a un style, tu sais, et les Dagestanais ont un style qui est clair. Tu vois ce que je veux dire? Ils font ça, ils prennent ce grip, ils font ce type d'amener au sol. Tu vois ce que je veux dire? Ils attaquent de telle manière. C'est académique, entre guillemets. C'est super bien fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah voilà, il y a peu de monde qui arrive à contrer ce style-là, mais ça reste académique et ça reste décorticable. Ce qui fait que quelqu'un comme Craig Jones a décortiqué leur style et a trouvé les clés à apporter à Volkanovski pour affronter Makhachev. Et on a vu que ça portait ses fruits. Mais quand tu as un combattant à l'instinct comme Oliveira, qui est capable de tout faire, qui est pas forcément, tu sais, très académique, mais qui a ce fluide de la soumission, tu sais, ou ce fluide du chaos, où tu sais, il va sentir le moment où il faut y aller, où il faut mettre KO, tu vois, où il faut suivre au sol, où il faut aller soumettre et tout ça. C'est beaucoup plus dur à appréhender. Et moi, je pense que sa grosse force à Oliveira, c'est celle-là. En plus de sa technique, en plus de son punch, effectivement, il frappe comme un porc. On le sait, même Geji, tu me disais que Geji avait dit qu'on l'avait jamais frappé comme Oliveira a frappé. Donc oui, ça c'est un fait. Mais en plus de ça, tu as ce côté difficile à lire et donc à analyser. À analyser, je veux dire, dans le but de faire un game plan et de le contrer, qui pour moi le rend plus compliqué à gérer. Et en plus, il a des segments tellement longs, tu sais, par Ouais, rapport à la taille de Volkanovski. quand tu affrontes Makhachev, la stratégie, elle est claire. C'est rester debout. La stratégie, c'est ça, c'est essayer de contrer sa lutte. Mm. Maintenant, Oliveira, rester debout, c'est chaud. Et aller au sol, c'est chaud. Ouais, Donc, c'est vrai que niveau game plan, c'est compliqué. ouais. Donc c'est pour ça, je pense que Volkanovski il a tout intérêt à ce que ce soit Makhachev qui conserve son titre plutôt que plutôt qu'Oliveira qui gagne. Oui, je pense qu'il préfère. Et puis, de toute façon, même en termes de legacy, tu vois, battre Islam pour Volkanovski, c'est plus grand, je pense, pour les yeux du public que battre Oliveira. Ah, sauf si Oliveira lui roule dessus au prochain combat. J'ai dit comme ça. Hein. Je dis pas que attention, je ne me fais pas dire ce que je t'ai pas dit. Je dis pas que c'est ce qui va arriver et ce qui est potentiellement faisable. Mais si jamais tu vas Oliveira qui fait ce qu'il a fait à Darius, peu de chance. Hein. Il y a 0,5% de chance que ça arrive. Hein. Mais admettons, il fait la même chose. Masterclass, premier round, bam, bim, bam, boum. Allez, merci, au revoir. Derrière, le champion Oliveira est un step plus prestigieux pour moi que le champion Islam, qui lui, encore une fois, profite de la popularité de Khabib par rapport à ce qu'il a construit lui-même, tu vois, les gens qu'il a affrontés, de la carrière qu'il a faite. Moi, pour moi, Oliveira, sa carrière, elle est beaucoup plus prestigieuse que celle de Makhachev. De toute façon, ils ont mis, je sais plus quel groupe là sur Twitter, j'ai vu, ils ont pris le top 5. Ils ont dit quel mec du top 5 a le meilleur palmarès. Et Oliveira, il a battu tous les mecs du top 5, hormis Makhachev. Ouais, Makhachev, seul qu'il a battu, c'est Oliveira. C'est le voilà, seul qu'il a affronté même. voilà. Donc, il n'y a pas, voilà, il y a pas de discussion là-dessus. Personne ne peut nous prendre en défaut là-dessus. C'est vrai, c'est vrai. Il construit sa carrière. Donc voilà, maintenant, il faut attendre, il faut le voir sur d'autres combats importants contre d'autres personnes importantes. Poirier, Gaethje, ce genre les tauliers de la catégorie, quoi. Donc, Ouais, je veux même pas voir ces combats. Ça m'intéresse même pas. Pour moi, il est balayé. je pense aussi. Poirier, il est balayé. Stylistiquement, même si c'est des mecs solides, il va les tuer. Bah, il y a le blueprint avec ce qu'a fait Khabib, quoi. Donc oui, je pense aussi. En tout cas, Gaethje, c'est sûr. Poirier, encore un peu moins, parce que bon, quand même, Poirier reste quand même quelqu'un de solide physiquement et tout ça, et techniquement. Mais par contre, Gaethje, au vu de son problème de défense de sol et tout ça, c'est sûr qu'il se fait soumettre en 3 secondes.
Je préférerais même voir un Chandler, bon, qu'on ne verra jamais, parce qu'il fait que des mauvais choix. Mais stylistiquement, un Chandler Makachev, ça pourrait être, en tout cas sur le premier round, Oui, ça serait l'explosion. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, hâte de voir ce qui va se passer dans la suite de cette KT, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça, Et Darius, justement, et Darius, comment? t'en fais quoi? Le pauvre. Darius, Ah, j'ai vu ta tête, j'ai compris. mais non, mais Darius le pauvre, effectivement, parce que c'était sa seule chance, tu vois. Là, Darius, gatekeeper. Ça va être un gatekeeper. Il va être là pour montrer. Enfin, moi, voilà, il y a deux choses. Gatekeeper, enfin, il y a deux choses. Il y a une chose. Gatekeeper, il fait le barrage final avant de rentrer dans les vraies discussions pour ceux qui veulent venir, tu vois. Et si jamais il roule sur tout le monde, tu peux peut-être leur donner une chance au titre, mais ça va être long, Moi, j'ai deux options. Soit ça dépend, voilà, gatekeeper, c'est-à-dire que tu lui mets un Fiziev qui vient de perdre. par exemple. Ou soit tu veux quand même le mettre contre des noms intéressants et il prend le perdant de Poirier Geji. Ça pourrait être pour lui une, Et ça lui permet une bonne reconnaissance. ouais, ça lui permet de rester pas très loin du titre, tu vois. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, au vu de comment l'UFC le considère, entre guillemets, et encore là, enfin, franchement, honnêtement, j'ai regardé un peu vite fait hein, les Embedded et tout ça. Le mec, il va dans un parc avec des raccoons, donc c'est c'est des ratons laveurs. Il vient et ma fille veut que je lui achète un raccoon, eh ben je lui achète un raccoon. Mais vas-y, il y a un moment, vends-toi. J'ai écouté le podcast de Chris Genacht, Fight Minds. Et Ouais. il parle du fait que Darius aurait était à l'hôtel avec ses enfants avant le combat, tu vois. Hmm. Ça veut dire que le mec disait qu'il dormait pas et tout, mais il y a un moment, il faut faire un choix en fait. Non, mais si c'est vraiment le cas, c'est un truc de ouf. Donc le mec se lève à 4 heures du matin pour faire un biberon. C'est le monsieur tout le monde de Non, l'UFC. non, oui, mais non, mais il y a un moment, stop. C'est trop. À ce Mais niveau-là, tu peux plus. c'est trop. Mais c'est vrai que quand tu le vois arriver avec ses cheveux grisonnants, tu sais, c'est vraiment le mec, tu lui mettrais un costard et une mallette dans la main et voilà, il va dans son bureau faire métro boulot dodo, tu vois. C'est Mm. vraiment ça, c'est le monsieur lambda. C'est vraiment le monsieur lambda. Quand tu vois la différence avec Oliveira qui arrive avec des chicots, tu les vois, il brille plus que le gyrophare de la Tour Eiffel. Il a un collier en or énorme comme ça, et marqué Illuminado, Illuminado. Tu vois, le mec brille, il a les cheveux blonds et tout ça. Enfin, tu sais, tu sens qu'il y a un truc, tu vois, derrière qui est marketable. Et tu vois Darius qui se pointe comme ça, là, avec ses claquettes. Tu vois sa veste à moitié. Tu sais, il a la veste UFC ouverte comme ça. Là, il est sur une musique de rock. On dirait, tu sais, qu'il sort de Woodstock, le type. De quoi tu me parles? Tu vois? Donc, est-ce que l'UFC va vouloir lui donner encore une chance au titre? Moi, je vois plus la place d'un gatekeeper pour lui. Le problème, c'est qu'il faut le passer, ce gatekeeper. Ouais. C'est ça le truc. C'est un gatekeeper, quand il est trop fort, il te plombe une KT. Parce qu'il va niquer Voilà. tout le mec qui monte. Ouais. C'est ça le problème. Donc, à voir. Mais c'est vrai que j'ai peu d'espoir pour l'avenir de Darius. Ouais, on verra ça. Dernier combat. Nunez versus Aldana. Bon, alors, j'attendais rien de ce combat. C'était un combat qui était à sens unique. Vraiment, on peut le dire tout de suite, hein. Le combat, il était à sens unique du début à la fin. Allez, petit sursaut dans le quatrième, on en parlera tout à l'heure. Maintenant, il se laisse regarder d'un œil, mais il se laisse regarder parce que voilà, si vous voulez voir, tu sais, l'encyclopédie de ce qui est possible de faire dans un combat de MMA, bah voilà, tout a été déroulé round par round, tu sais, voilà, ce round-là, j'ai décidé que je vais faire un peu plus de ça, le round d'après, je vais faire un peu autre chose, et puis celui d'après, on va faire un peu de lutte, et puis c'est vraiment, pour le coup, voilà, alors on l'a su après, hein, mais c'était le dernier combat de Nunes, donc elle s'est dit, bon bah voilà, c'est mon dernier combat dans l'octogone de l'UFC, et bah je vais montrer tout ce que je sais faire. C'est vraiment ça. Premier round, la stratégie, front kick, calf kick,
de Nunes, donc dès le début. Hein. Front kick, calf kick, elle envoie tout de suite. Mais franchement, j'ai eu mal pour Aldana. Tu sens que tout de suite, elle veut prendre l'ascendant psychologique sur elle parce que ces deux premières frappes, elles sont d'une violence, et comme toutes les autres d'ailleurs, hein, mais une violence inouïe. Vraiment, on sent qu'elle veut lui faire mal d'entrer et qu'elle veut rentrer dans sa tête tout de suite. Tu sais, c'est vraiment ça. Elle est bien rentrée. Hein. Elle est bien rentrée dans sa tête. Parce que faut le dire, hein, Aldana n'a absolument rien tenté en fait. Non. Elle était spectatrice du combat. Et déjà, je la voyais pas favorite. Ça allait être compliqué dans tous les cas. Mais si en plus tu viens devant Nunes pour rester figé comme un sac de frappe, c'est compliqué. Bah ouais, j'ai ma petite théorie là-dessus. Hein. On va en parler, mais dans le côté psychologique. Donc tu sens que le premier round, c'est un round d'observation. Donc Nunes, elle envoie tout ce qu'elle peut. Elle envoie des front kicks, elle envoie des low kicks, elle envoie des coups de pied retournés, des coups de poing retournés. Elle envoie son gauche-droite. Ça, c'est juste pour la boxe. Mais elle les envoie en coups isolés. Tu sais, voilà, elle tente. Ah, cette frappe-là, ça passe. C'est un round d'observation et Nunes, elle envoie tout ce qu'elle a. C'est ça? Non, mais quand je dis d'observation, c'est-à-dire de voir la réaction. Tu sais, c'est ça aussi dans le round d'observation. C'est que tu prends tes marques, t'envoies cette frappe. C'est pour ça que je te dis, c'est pas des enchaînements, tu vois. Elle envoie un coup de pied retourné, ah bah ça passe. Oh bah je garde ça en tête pour tout à l'heure. J'envoie un front kick, oh bah ça passe. Bon, je le garde pour tout à l'heure. J'envoie un gauche-droite, bon ça rentre bien. Bon bah je garde ça pour tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, elle tente. Tu sais, voilà. C'est comme si, un peu comme quand tu écoutes, tu sais, tu cherches ta sonnerie sur le téléphone. Tu sais, tu les écoutes toutes, une à une, et puis après, tu la sélectionnes derrière. Bah, tu vois, c'est pareil. Je parle pour les gens à l'ancienne, tu sais, à l'époque. On faisait ça. On n'avait pas grand-chose sur les téléphones, donc ce qu'on avait, tu vois, on l'exploitait bien. Et ben, c'était ça. Je cherchais ta sonnerie pendant des heures. Donc c'est la même chose. En lutte, elle tente deux single leg. Donc voilà, elle attrape la jambe, pareil. C'est rien de bien méchant. Elle fait chuter, mais elle laisse relever. Enfin vraiment, tu vois, voilà, elle prend toutes ses marques, que ça soit en lutte, que ça soit en boxe. Elle se dit, est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas? Bon, force est de constater que ça passe. Tout passe. Vraiment, pour le coup, tu comprends tout de suite que qu'il y aura pas d'opposition, quoi. Mais c'est ça, en fait. C'est que tout passe et il n'y a pas de réplique. C'est ça. Sauf à un moment, parce que quand tu vois Aldana, en fait, tu sens qu'elle frappe, mais elle n'est pas à distance. Quand elle est à distance, enfin, c'est mou, ses frappes, elles sont molles, honnêtement. Et il y a que un moment dans le round, et c'est là où tu comprends qu'elle fera rien du combat. C'est son crochet, effectivement, du bras arrière, dans l'échange. Le seul échange long qui est fait par Nunes, d'ailleurs, où il y a du défaut, il y a de la fioriture, parce que le coup qu'elle met avant d'être contré, c'est un coup qui vient au bras, presque à l'épaule, tu sais. Et là, elle prend un crochet qui l'a fait vraiment vaciller. Enfin, vaciller, je pense pas qu'elle était sonnée, hein, mais en tout cas, ça la déséquilibre. Et derrière, tu sens que Aldana, elle exploite pas ça. Non. Alors que c'était sa carte. Hein. Ouais. Donc, c'est vraiment, tu sens dans l'attitude que, je sais pas, j'ai l'impression, vraiment, alors tu me diras ce que t'en penses, mais que Aldana, elle a compris que Nunes a frappé tellement fort qu'elle s'est dit, putain, si je lui fais mal, elle va frapper plus fort encore. Tu vois ce que je veux dire? Non, je crois pas. Écoute, moi, j'avais cette impression-là. Vraiment, je ressentais ce truc-là. Parce que déjà, elle avait les mains très hautes. Tu remarques, à chaque fois qu'elle frappe, elle envoyait des petites frappes vite fait qui n'étaient pas à distance. Et là, elle remontait les mains très haut. Tout de suite, vraiment, vraiment, vraiment. Elle se mettait dans sa carapace. Elle l'ouvrait. Tu sais, c'est vraiment. Tu sais, elle ouvre la porte, elle jette un caillou et puis elle referme la porte tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment ça. Non, Elle avait peur du contre. Elle avait peur du contre. Ah oui, Attends. non, bien sûr qu'elle avait peur du contre. Mais tout le monde a peur du contre Nunes. Je pense qu'elle frappe comme une mule dans la catégorie féminine. Là. C'est chaud, Nunes. Hein. Mais de là à dire que. Non, je pense pas que c'était ça. Je pense qu'elle était tétanisée par l'enjeu en plus. Parce qu'à la base, c'était Peña qui devait affronter Nunes. Hein. À la base, ouais. Donc elle a eu l'occasion d'avoir un combat pour le titre, mais elle n'était pas du tout prête pour prendre un combat pour le titre. Non, en termes d'expérience et tout ça, je suis d'accord avec toi. Mais je sais pas. Moi, je pense quand même que. Je pense qu'elle voulait pas en prendre. Enfin, tu vois, ça lui a fait mal. Toutes les frappes lui ont fait mal. Il y a un autre moment qui m'a fait penser à ça. Hein. On en parlera tout à l'heure dans un round d'après. Mais il y a un autre moment qui m'a fait penser à ça où vraiment elle avait peur d'exploiter tout ce qui se présente à elle parce que là encore c'est sur une phase en boxe. Tu peux te faire contrer. Tu rentres dans l'échange, tu peux prendre un contre et tomber et tu te dis ah putain j'ai pris un KO, c'est sale. Mais l'autre moment c'était encore plus flagrant.
Donc, fin du premier round, voilà, elle a testé un peu tout. Il y a eu ce crochet. Bon, rien de spécial, mais tu sens que Nunez, elle commence à dérouler. Tranquille. Mais tranquillement. C'est vraiment pour au début, elle prend vraiment ses marques. Deuxième round, j'ai marqué, si on devait lui donner un titre, ça serait la destruction programmée d'une jambe. Vraiment, là, pour le coup, c'est ce que j'ai ressenti. C'est que là, elle s'est dit, bon, maintenant, ça y est, j'ai un peu testé tout, je vais lui sabrer sa jambe. Et c'est parti avec des chassés façon boxe française au niveau du genou, avec une violence inouïe, et des calf kicks aussi, mais elle donnait sa vie dans chaque calf kick. Donc, et tu sentais que voilà, ça faisait mal. Elle a ciblé cette jambe, mais comme c'était dur, c'était vraiment dur. Enfin, moi, j'avais mal pour Aldana. Vraiment, pour le coup, déjà, elle est restée debout, c'est déjà bien. Parce que ce qu'elle a pris dans le genou, ce qu'elle a pris en calf kick, fallait les encaisser, ceux-là. Encore une fois, elle se permet d'envoyer deux takedowns. Donc, un single leg où elle jette, mais Aldana avec une violence au sol, tu sais, elle lui attrape la jambe. Ah là, tu sais vraiment, tu sentais qu'il n'y avait pas de respect, quoi. Pour le coup, elle n'a pas respecté son adversaire. Et le deuxième, c'est un double leg suite à une esquive. Alors, beau high kick d'Aldana qui envoie son high kick. Nunes passe en dessous. Elle vient, elle la ceinture, elle l'emmène au sol. Mais pareil, elle ne cherche pas à continuer au sol. Elle la laisse se relever. Vraiment, pour le coup, c'est ça, c'est l'ascendant psychologique. Elle se dit, quoi que tu vas me donner, j'aurai toujours une réponse. Et à chaque fois, voilà, que ça soit en boxe, que ça soit en lutte, j'aurai toujours quelque chose à te donner. Et en plus, regarde, je suis tellement confiante que je te laisse te relever. Ouais, c'est ça. Et en plus, ouais, en fait, elle était dans la gestion, Nunes. Comme tu as dit, elle a étalé tout ce qu'elle savait faire, mais j'ai jamais senti qu'elle voulait la finir. Non, non, non. Elle voulait pas. Alors, elle voulait pas la finir, mais en même temps, elle envoyait quand même de sacrés parpaings. C'était juste qu'elle accélérait pas. Parce Oui, que chaque frappe, c'était des parpaings quand même, hein. ouais, mais ouais, il n'y avait pas d'accélération. Elle était sur un rythme constant, voilà, de destruction. Ouais. Alors après, il y a deux choses, hein. Soit elle n'était pas en capacité de la finir, tu sais. Enfin, c'est Aldana, voilà, elle était résistante et donc voilà. Soit vraiment, elle a voulu savourer chaque seconde de ce dernier combat. C'est possible, hein. Parce que toi, tu m'as dit, ouais, la Nunez, quand on en parlait en off, tu me disais la Nunez de l'époque, elle l'aurait fini tous les jours. Et ça se trouve, peut-être, j'y pense maintenant, peut-être qu'elle voulait savourer chaque seconde du combat. C'est possible. Parce qu'elle prenait du plaisir quand même, tu voyais, bon, je compte en parler plus tard. Mais à chaque round, elle avait alors c'est fou parce que tu sais, tu caches le haut du visage, tu caches le bas du visage, tu avais deux émotions complètement différentes. C'est-à-dire qu'elle avait le sourire aux lèvres, le protège-dents bien apparent, tu sais, même quand elle entamait chaque round. Mais par contre, elle avait un regard de psychopathe. Il fait flipper. Avec ses yeux noirs là, il fait flipper. Je te jure, tu lui caches le sourire, tu flippes. Tu lui caches les yeux, t'es content. Tu vois ce que je veux dire? La meuf, il y avait un problème. Il y avait deux Nunez dans la cage. Il y avait, je suis contente d'être là et je vais te niquer. Un peu ça. Donc ouais, il y avait de ça. Round 3, Nunez, elle change de stratégie. Elle va chercher la lutte avec des double legs, avec crochetage, suivi de. Enfin, elle fait le premier où elle essaie de crocheter. Aldana, elle résiste. Elle continue. Elle va en enchaînement chercher un autre double leg. Et là, elle l'emmène. Elle tombe dans la demi-garde d'Aldana et elle la frappe. Voilà. Elle fait un beau contrôle du haut du corps. Et puis voilà, elle commence à prendre son ascendant, à frapper tranquillement. On sent qu'elle est bien dans cette demi-garde. Elle y reste un bon moment. Dès que Aldana se relève, Nunes, elle retourne en fait directement. En fait, elle l'attend, elle la laisse se relever et directement elle la reprend pour la ramener au sol. On sent que voilà, elle décide de quand se passe l'action pour le coup. C'est vraiment pas, elle n'est pas à la suite. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans les phases de lutte, c'est pas de la lutte en réaction. Elle laisse la chose arriver pour ensuite revenir et ramener au sol. Tu sens qu'elle est en contrôle du début à la fin. Vraiment, pour le coup, c'est ça. Elle la ceinture à l'arrière. Tu sais, elle fait un ceinturage arrière. Elle vient, elle baisse un petit peu Aldana. Elle lui met un petit crochetage par l'arrière comme ça pour la faire tomber sur les fesses. Elle lui prend le dos. Donc voilà, elle tente un juji. Et c'est là, en fait, la deuxième phase. C'est que quand elle tente le juji, Aldana se redresse, se relève. Le juji, elle sort du juji. Tu vois, elle arrive à s'extirper. Et là, on se retrouve avec Nunez, fesse au sol, dos à la cage. Aldana qui est complètement debout et qui pourrait
venir et là en profiter parce que là, c'est quand même une situation où Nunez, elle est pas favorable dans la position. Ouais. Tu vois, pour contrer, c'est très compliqué. Elle aurait très bien pu venir envoyer ne serait-ce que quelques frappes, tu vois. Et non, pas du tout. Et pas du tout. Vraiment, pour le coup, elle la laisse se relever. Enfin, je sais pas, c'est vraiment pour le coup, y a rien. Elle en profite pas. Et c'est là où j'ai noté elle a vraiment l'impression, j'ai vraiment cette impression-là que elle se dit, si je lui fais mal, elle me fera encore plus mal. Je veux pas l'énerver. Ouais, mais vraiment, j'ai eu cette sensation-là. Je veux pas la chiffonner. Parce que si je la chiffonne, parce que les 2-3 fois, justement, suite au crochet, tu le vois d'ailleurs, j'ai eu ce pressentiment, tu sais, déjà dans le crochet, qu'elle met au premier round. Mais tu vois que quand elle prend le crochet, tu vois son visage qui change à Nunes. Tu vois, où vraiment là, elle a encore plus à cœur de la frapper fort et durement. Et je crois qu'elle a compris ça. Et elle s'est dit, si je lui fais mal, elle va me rouster. Elle va accélérer, elle va frapper plus fort, elle va me faire du mal. Je sais pas. Je pense pas que ce soit ça. On ne saura jamais, hein. De toute façon, on n'est pas dans sa tête. Mais je sais pas. Dites-nous ceux qui ont vu le combat ou si vous revoyez le combat. Je sais pas. Dites-nous si vous pensez que comme la team, on va faire comme d'habitude. Team Jarod ou Team Rolly. Team Jarod, elle a peur. Enfin, en tout cas, elle avait pas envie de la rendre, comment dire, de l'énerver un peu plus. Team Rolly, non, c'est juste qu'elle n'avait pas les armes. Moi, Ouais. j'ai du mal à croire qu'elle n'avait pas les armes. Ah, si, pour moi, elle avait pas les armes. Dans cette situation, elle est 5e du ranking UFC. Ah, on en a déjà parlé du ranking du UFC féminin. Bien sûr, mais quand même, dans cette situation, t'essayes au moins d'envoyer un crochet, enfin pas un crochet, mais un coup de poing, je sais pas, une ou deux frappes, quoi, je sais pas. Elle est assise devant toi. Elle est assise. Elle peut pas se défendre. T'essaies au moins de lui en mettre une. T'essaies de venir au contact. Je sais pas. Là, c'est pas une question d'armes. C'est une question de, non, j'y vais pas. Bah, je sais pas. Dites-nous, vous, ce que vous en pensez. Team Rolly ou Team Jarod? On attend vos commentaires. Ça fera remonter la vidéo en plus. Round 4, et voilà, c'est ce que je dis. Il faut attendre ce round en fait pour que Aldana, là pour le coup, je te l'accorde, c'est là où elle a été, elle s'est un peu sorti les doigts et qu'elle a été vraiment essayé d'être un peu plus dure et un peu plus offensive contre Nunez. C'est là où tu sens qu'elle accélère un petit peu plus. Je pense que son coin a dû trouver les bons mots pour faire en sorte de la faire sortir un petit peu de cette frustration, quoi, parce que c'est une frustration de pouvoir rien faire. Elle attaque un petit peu plus. Elle a stoppé tous les takedowns de Nunez d'ailleurs à ce moment-là. Ça, c'est plutôt pas mal parce que là, toutes les tentatives, elles ont été avortées. Et donc, elle est un peu plus, elle est un peu plus dans le combat. Par contre, comme elle s'ouvre plus, bah, elle en prend énormément. C'est là où son visage, alors elle était déjà marquée, hein, mais il y a eu un tournant dans ce round-là. Là, elle prend des coups durs, elle prend de tout, elle commence à prendre des coups de coude, elle prend des coups de genoux, elle continue à prendre les gauches-droites, elle continue à prendre tout le panès de Nunes. En fait, il est vraiment ressorti dans ce combat-là, mais en contre en plus avec une Aldana qui se protégeait moins, quoi. Ouais, mais tu vois, pour le coup, enfin, elle encaisse. Hein. Je pense pas que c'est de la peur. Je pense qu'elle voulait pas. Je pense qu'elle voulait pas prendre de risques en fait. Elle l'a joué trop sécure. Mais encore une fois, c'est surtout le manque d'expérience. Voilà. Peut-être, peut-être. Je sais pas. Honnêtement, trop sécure. Enfin, là, c'est plus sécure. C'est qu'elle. Et franchement, alors, bah, de toute façon, il y a un chiffre qui le prouve, hein. À l'entame du round 5, donc, on voit la stat. 131 frappes significatives pour Nunes, 35 frappes pour Aldana. C'est plus sécure, là. C'est plus du sécure. T'as presque 100 frappes de plus sur 4 rounds pour Nunes. Non, En sachant qu'il y a. Hein? elle a pas combattu. Elle n'a pas combattu. En sachant qu'il y aurait pu en avoir plus s'il n'y avait pas eu toutes les phases au sol, tu sais, où là, tu frappes un peu moins, tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, non, c'est un chiffre qui en dit long. C'est un combat à sens unique, pour le coup. Combat à sens unique. 5e round, elle assure sa victoire. Elle vient, elle envoie takedown, donc en 2 temps, donc avec un crochetage. Elle est dans la garde, elle passe la garde, elle prend la montée,
elle continue à frapper, beau contrôle. On voit une Aldana qui la recompose sur la demi-garde une ou deux fois. À chaque fois, Nunes, elle arrive en pression et puis techniquement à reprendre la monte à chaque fois. Elle finalise le combat comme ça. Voilà, contrôle. 5e round, vraiment, voilà, sécurité. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'amène au sol, je frappe, je montre que j'ai travaillé mon sol, et on va savoir aussi pourquoi derrière, parce que j'avais vu, moi, pour la personne qu'elle a présentée, on va en parler après, mais Maggie Gandalti, dans la prépa. Mais voilà, elle lui rend hommage aussi, comme ça, avec tout ce travail-là de passage de garde, avec ce travail de contrôle au sol. Elle lui rend hommage un petit peu dans ce 5e round aussi. Fin du combat, décision unanime de Nunes. Bon, voilà, sans surprise, hein, sans surprise. Ouais. Par contre, j'avais pas pensé à la retraite en fait. Ah, personne. Alors oui et non. Oui et non parce que en fait avec le recul, c'est logique, tu vois, puisqu'on en avait parlé en plus. Enfin, elle avait pas forcément mentionné la retraite, mais elle avait exprimé des doutes, tu vois, après sa défaite contre Peña et tout. Le fait qu'elle ait un enfant, qu'elle voulait plus s'impliquer dans son rôle de mère et tout. Donc non, finalement, c'est logique. Et ça arrive peut-être au bon moment, je pense. Bah, c'est ça. C'est-à-dire que je pense déjà que c'était inespéré que le combat contre Pena ne se fasse pas le 3e, parce que ça reste quand même une combattante compliquée pour elle, même si elle a montré qu'elle avait réussi à la battre facilement. Enfin, facilement. Justement, pas tant facilement que ça, même dans le 2e combat, où tu sens qu'elle est obligée de donner le meilleur d'elle-même pour la battre. Alors, oui, hein, elle lui a roulé dessus, mais quand même, il faut qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Si elle est dans un jour 100, Pena peut la rebattre. Donc, pour un dernier combat, c'était mieux que ça soit une Aldana face à elle. Donc voilà. Mais oui, justement, entre la remise en question, comme tu dis, qui s'est faite après la défaite, où elle se demande si elle a encore le cœur à y aller. Là, elle a eu le cœur dans cette prépa. Pourquoi? Parce que c'était son dernier combat. Donc, c'est quelle belle motivation, tu vois, de se dire, je vais briller sur mon dernier combat. Mais est-ce qu'elle a encore la capacité de le faire sur le long terme, d'enchaîner les camps? Elle est détentrice des 2 ceintures. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle défende aussi les 2 ceintures qu'elle libère là avec cette retraite. D'ailleurs, au passage, elle égale le nombre de défenses d'Anderson Silva et elle est la seule combattante, je crois, à avoir pris sa retraite avec les 2 ceintures actives. Pas de double champion, mais avec les 2 ceintures actives. Non, mais c'est surtout que c'est la seule combattante de l'UFC à avoir défendu sa ceinture, à avoir conservé les 2 ceintures, à avoir défendu la ceinture dans les 2 catégories. Le seul même combattant de l'UFC, je crois. Oui, c'est ce que j'ai dit. Le seul combattant de l'UFC. Oui, j'avais compris combattante. Ouais. Ah non, tout le monde. Ouais. Donc, quel respect. Enfin, franchement, honnêtement, elle est venue, elle a déposé ses 2 ceintures dans la cage, elle a déposé ses gants au milieu. Et de toute façon, elle n'a plus rien à prouver. Elle a fait de l'argent, elle a sa famille, elle a son enfant. Pour le coup, effectivement, qu'est-ce qu'elle peut avoir elle a plus de choses à perdre qu'à en gagner, à poursuivre cette carrière, pour le coup. Là, elle est bien. Elle est bien. Peut-être qu'elle fera d'autres combats comme d'autres, tu sais, en boxe ou quelque chose comme ça, parce que voilà, elle a un bon niveau en boxe, donc pourquoi pas, tu vois. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus à prouver à l'UFC? Juste à dire merci à tout le monde, merci à Dana White, parce que c'était une des combattantes qui étaient les plus respectées par le staff UFC. Donc pour le coup, ouais, non, vaut mieux qu'elle parte au meilleur de sa gloire. Honnêtement, il y a rien de mieux, il y a rien de mieux que ça, quoi. C'est vraiment top. Et là, on peut dire, je sais pas ce que tu en penses, mais déjà, on le pensait, mais c'est la GOAT du MMA. Oh, clairement. Il y a même pas photo. Quand tu reprends sa carrière, elle a éteint Ronda Rousey, qui était à l'époque justement la meilleure combattante, entre guillemets. Elle a éteint Cyborg, même si j'aurais bien voulu voir une revanche contre Cyborg. Mais Cyborg qui, elle aussi, potentiellement pouvait être la GOAT. Parce que voilà, Cyborg avec la carrière qu'elle a fait, en fait, tu mets pas une Nunes dans l'équation, c'est Cyborg la GOAT, pour le coup. Ouais. Donc elle l'a éteint. Elle a roulé sur tout ce qui se présentait devant elle, dans 2 catégories. Pardon. Elle a battu 2 fois Shevchenko. Elle a battu toutes les championnes de l'UFC. Elle a battu Holly Holm, elle a battu, comme tu as dit, Shevchenko, elle a battu Ishatet, je crois. Non, c'est pas la même KT.
Si, je crois Je sais qu'elle pas, je pense que je sais plus. J'ai pas la. elle a battu tout le monde. Elle a battu tout le monde. Donc, sauf dommage pour nous, on la verra pas face à Fiorot. Ouais. Je sais Donc pas. ça c'est. Ah mais non, c'est pas la même KT, c'est Shevchenko. Je dis n'importe quoi. Oh là 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 là. Mais non, mais si, mais j'ai projeté. Fiorot bat Shevchenko. Elle monte de KT et elle bat. Mais voilà. Non mais oui, voilà, c'est ça. C'était juste ça. Non non, oui, je dis n'importe quoi. Non, oui, effectivement. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a rien à dire. C'est la GOAT du MMA. C'est sûr. Il y a pas photo. Il y a pas photo. Il y a même pas de débat. Donc voilà, autant rester là-dessus. Elle a présenté tous ses remerciements à tout le monde et elle a introduit Maggie Grindati, comme je disais. Alors tout le monde s'est posé la question de qui était cette femme. Tu sais qu'elle a mis en avant comme ça, 7 fois champion du monde de jiu-jitsu brésilien. Maggie Grindati, c'est l'ex de Cyborg Abreu, avec qui elle a été pendant longtemps. Ils ont même failli se marier. Bon, finalement, ça s'est pas fait. On n'est pas dans les petits papiers de leur vie. Je ne sais pas pourquoi. Me posez pas la question en commentaire. Je ne sais pas. Mais en tout cas, bonne préparatrice physique. Elle s'est occupée de l'équipe justement de Fight Sport, qui est le club de Cyborg, pendant tout le temps où elle était là-bas. Elle a passé tous ses grades là-bas. Elle a été championne du monde dans toutes les ceintures, je crois. A confirmé pour la ceinture noire. Elle combat aujourd'hui au WNO. Là, visiblement, elle se rapproche du monde du MMA. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est bosseur. Enfin, si vous la suivez sur les réseaux sociaux, elle bosse énormément, elle est compétente, que ça soit, comme je disais, en préparation physique ou que ça soit dans le grappling ou le jiu-jitsu brésilien. C'est pas forcément la meilleure combattante au monde, mais voilà, elle fait partie des filles sur lesquelles on peut compter dans la discipline. Donc voilà, elle l'a présentée. C'est bien d'avoir, je trouve que c'est bien d'avoir comment dire, une championne comme ça qui prend le temps justement de donner un peu de lumière à quelqu'un d'autre, surtout quelqu'un qui vient d'arriver dans son équipe, parce qu'elle l'a pris que pour ce camp-là. Donc je trouve ça sympa de sa part, parce que c'est la mettre en avant pour peut-être pour d'autres combattants par la suite, quoi. Non, non, ouais. C'était une belle passe décisive. Ouais, ouais, ouais. Donc bravo Lounès. Franchement pour le coup respect, grand respect, grande madame. Donc voilà, ouais, on a fait le tour. Titre vacant. 2 titres vacants, ouais. 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 Ah oui, c'est vrai en plus. Bah oui. Titre vacant. Ah bon, je vais pas te demander qui va. On ne rentre pas dans ce sujet. Oh là là, dans mes yeux, t'as dû voir le truc, me pose pas la question. S'il te Ouais, plaît, me pose pas la question. Non, si, Pena, qui a toutes ses chances d'avoir le titre dans cette KT. Parce que pour le coup, elle a montré que c'était comment dire, la plus indiquée pour l'avoir en termes de résultats et celle qui a été le plus proche de l'avoir, enfin, qui l'a eu d'ailleurs, qui a été championne. Donc voilà. Et après, dans la KT du dessous, je sais pas. Je crois qu'en plus, la KT, elle est pas bien chargée. C'est qui en dessous? Ah, je au-dessus. sais pas. Au-dessus. Au-dessus? En dessous? Au milieu? À côté? Euh, En dehors de l'UFC? Je suis en train de meubler. Il est en Attends, train de chercher. je suis en train de chercher. Donc attends. Est-ce C'est... qu'il va trouver? Non, je trouve pas. Voilà pourquoi on fait des podcasts d'1 heure et demie. Non, ouais, non, mais bon, on verra. De toute façon, on verra ce que l'UFC propose. Par contre, voilà, pour revenir à une des actus qu'on avait sorties, tu sais, où Jack Paul voulait faire un PFL UFC avec Harrison face à Nunes. Bon, bah, au moins, on sait que ça n'arrivera jamais. Donc, déjà, si jamais il y a un jour, ça sera pas face à Nunes. Et c'est bien dommage parce que c'était presque une victoire assurée avec elle, entre guillemets. Entre guillemets. Donc voilà, à voir. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que les prochains UFC numérotés seront. Alors, honnêtement, bon, j'ai pas vu tous les combats, mais ceux-là, bon, c'était quand même des bons combats, hein, on va pas se mentir. Et même, apparemment, c'était une belle carte, hein, ça a été. Hein. Ouais, beaucoup de décisions quand même, d'après ce que j'ai compris. Enfin, de ce que j'ai vu, c'est pas ce que j'ai compris. J'ai regardé les résultats, il y a eu beaucoup de décisions. Donc, mais j'ai pas vu les combats, je peux pas dire. Moi, j'ai juste vu une tribune qui s'est effondrée sur le passage d'un combattant. Ah ouais? Ouais, sur le passage du Canadien, justement, je crois, le combat avant Oliveira.
Donc il va pour rentrer, et puis tu sais, sur le côté, t'as les gradins avec les combattants avec les spectateurs qui se penchent pour venir checker le mec. Et puis les barrières se sont effondrées. Il a juste eu le réflexe de se décaler légèrement, mais on a frôlé la catastrophe sur l'entrée d'un combattant, quoi. Parce que là, s'il se prend le truc, il est blessé, c'est sûr, tu vois. Ah ouais, bah non, j'ai pas vu ça. T'as vu ça où? Sur Twitter. D'accord, belle mine d'informations. Non, j'ai pas vu, je regarderai. Je regarderai. Il y a eu aussi le frère de Firas Zabi qui a combattu, d'après ce que j'ai compris. Qui, J'ai vu Zahabi, j'ai pas fait le lien. Maintenant que tu me le dis, ok. Il a gagné. Il a gagné. Alors j'ai écouté, parce que j'ai écouté Café Crème Sport juste avant là, qui en a parlé. C'est là où j'ai eu l'info, j'ai eu la certitude que c'était son frère. J'ai vu le nom aussi, je me suis posé la question. Ils ont la même tête en plus. Donc c'est son frère, et effectivement, soi-disant qu'il gagne ici. Je crois qu'il gagne par KO très rapidement, mais sur un truc où vraiment il rate son crochet, l'autre il réagit pas bien, et puis il enchaîne et il met KO son adversaire. Ça prend 2 secondes. Et voilà. Mais donc premier combat, mais rien à analyser parce que ça c'est parti trop vite. Donc voilà. Mais j'ai vu ça sur Café Crème Sport tout à l'heure. Podcast à écouter d'ailleurs, hein, si vous connaissez pas encore, bon podcast, et qui parle pas que de MMA d'ailleurs, il parle de plusieurs sports, et pour le coup ils sont cool, ils sont drôles, ils sont détendus aussi. Enfin voilà, c'est un podcast si vous voulez passer un bon moment à écouter soit des analyses pronostiques ou des débriefs. Café Crème Sport, en plus le nom je kiffe, franchement je kiffe. Café Crème Sport. Donc n'hésitez pas sur Spotify déjà, et puis voilà quoi. Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette UFC 289. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis d'accord. Prochain épisode d'actu qui va sortir donc vendredi à 18h. Il y a pas mal de choses à dire. Changement d'adversaire pour Greg MMA, par exemple. Ça peut être déjà une première info. On va en parler, et il y aura d'autres sujets. On va travailler tout ça. On a jusqu'à jeudi pour le préparer. Donc, on va travailler tous ces petits points d'actu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous avez pensé de cette UFC, à nous dire ce que vous avez pensé des combats qu'on a débriefés là aujourd'hui. Commentez, likez, partagez, mettez les 5 étoiles sur Apple Podcast, Google Podcast. Donnez-nous de la force. On a passé les 660 abonnés. Ça monte petit à petit, un abonné par un abonné. Donc, n'hésitez pas. Ouais. Hein, comment? Et redis, parle pas en même temps que moi. Vas-y. 662. 662. Juste, s'il vous plaît, le 666, passez à 667 vite fait. Ayez pitié de nous, cliquez sur l'abonnement. On va éviter, parce que ça y est, ça va nous porter la poisse cette histoire. D'accord? Ça, c'est ma hantise à chaque fois que je passe sur le 666. Donc, si vous n'avez pas la ref, les gars, faut voir des films d'exorcisme. Donc voilà. Et puis, on se dit à très bientôt. Donc, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!